6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous avez pris vos habits de fête aujourd'hui car nous célébrons les 60 ans de France Culture. Oui, en compagnie d'un historique producteur d'histoire, mais pas que, Emmanuel Laurentin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marguerite. Le 60e anniversaire de France Culture et de la Maison de la Radio nous donne l'occasion de revenir sur les grandes dates et les grandes émissions qui ont façonné notre antenne avec un fil rouge ce matin. Comprendre les promesses d'une radio culturelle, notamment dans le traitement de l'actualité. Mais avant même France Culture, il y avait France Culture, le programme national. Une radio de poètes où règne l'influence de Paul Éluard. On est au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les ambitions de cette antenne, notre ancêtre ? Eh bien, les ambitions de cette antenne, c'est un des slogans qui était par exemple brandi en 1967. Tous les domaines de l'esprit trouvent leur expression sur France Culture. C'était donc effectivement d'être une radio de poètes, d'artistes, qui laissait une grande place à ce qu'on appelait à l'époque la vie littéraire, artistique, dramatique et scientifique. Et donc, effectivement, il y avait de l'actualité, mais de l'actualité très particulière. On vient d'entendre le journal, par exemple. Là, bien, sachez que jusque dans les années 80, il y avait un petit 2 minutes à 7 heures, un petit 5 minutes à 8h30, un autre 5 minutes à 12h30. Il y avait un petit rappel d'actualité de 2 minutes au milieu de l'après-midi. Et il y avait une particularité, c'est que le journal du soir, c'était le journal d'après les spectacles. On faisait un journal à minuit, à 23h55 jusqu'à 24h, qui était un rappel des titres pour que les gens qui rentraient des spectacles, en particulier à Paris, mais aussi ailleurs, puissent avoir l'actualité la plus fraîche avant de se coucher. Ça, c'était la particularité, donc une place très congrue à l'actualité. Petit à petit, il va y avoir l'actualité que nous appelons l'actualité aujourd'hui, qui va croître d'une certaine manière, tandis que l'actualité littéraire, culturelle, artistique, scientifique continuera, elle aussi, à être présente sur le reste de l'antenne. 1963 ne révolutionne pas cette inspiration d'origine. La date marque surtout l'installation dans la maison de la radio flambant neuve, Quai de Passy, comme se nommait alors la ville du président Kennedy. C'est aussi le baptême de la chaîne. D'où vient le nom France Culture ? Je crois qu'on l'écrivait avec un tiret. Alors ça, peut-être, alors là, vous me posez une colle. Je pense que oui, il y avait un tiret, mais je ne sais pas pourquoi il y avait un tiret. C'était la même chose pour France Musique et pour France Inter. Alors là, c'est une bonne question. Je crois que c'était censé montrer le rapport organique à la nation de la culture. Peut-être. Il faut savoir qu'à l'époque, effectivement, les programmes s'ouvraient par une Marseillaise et se terminaient par une Marseillaise aussi. L'une des idées fortes de France Culture, hier et aujourd'hui, c'est que le son est l'un des beaux-arts, pour reprendre l'expression d'Alain Trutat. Qu'est-ce qu'est devenu cette revendication à l'heure actuelle, au-delà des programmes spécifiquement dédiés à la création sonore ? Est-ce que vous observez encore cette ambition, Emmanuel Laurentin ? C'est-à-dire que c'est une des marques de fabrique de France Culture que la qualité sonore. On sait combien une émission est composée par des métiers différents, métiers de réalisation, métiers techniques et métiers de production, et que c'est l'ensemble de ces métiers qui fabriquent une radio, et en particulier avec une attention particulière portée au son. On a inventé d'une certaine manière sur France Culture, à certaines périodes, en particulier au moment des après-midi de France Culture, dans les années 70 et 80, on a inventé certaines formes de présentation d'émissions. On a inventé des formes qu'on appelle par exemple l'incruste, qui ont été inventées dans les après-midi de France Culture pour pouvoir faire en sorte que le son soit plus rapidement, arrive plus rapidement aux oreilles des auditeurs. Tout cela, c'est un travail qui a été fait sur cette antenne, qui était très lié à l'époque, il faut le rappeler, effectivement, vous l'avez dit, à tous les travaux de recherche sur le son et sur la radio. Il y avait le GRM qui était tout près, et avec lesquels le groupe en recherche musicale, qui était issu en partie du travail qui avait été mené après-guerre, autour de la qualité sonore et de la musique concrète, qui avait permis justement de mettre de donner une grande place à cette question de la création sonore. Vous avez commencé à nous en parler. Ce qui va bouleverser progressivement la chaîne, c'est l'incursion, l'intrusion même, pourrait-on dire, du direct, et puis l'arrivée progressive d'un traitement de l'actualité plus large que les seuls journaux. La première matinale en direct, c'est en 1984. C'est une vraie rupture, Emmanuel Laurentin. Oui, elle est encore en direct, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup d'éléments qui sont enregistrés. Je me souviens que mon premier flash sur cette antenne, c'était en 1986, et le 8h faisait 2 minutes. Il ne fallait surtout pas déborder de ces 2 minutes, parce que tout était ensuite
enregistrer, monter, mixer ce qu'on appelait un PAD, un prêt à diffuser. Donc effectivement, c'était une matinale en direct. Ce qui l'a beaucoup réchauffé, cette matinale en direct, c'est l'arrivée, mais on en parlera tout à l'heure, j'imagine, avec lui, de Jean Lebrun en 1987, qui va justement sortir des studios. On est beaucoup sorti, on est beaucoup allé avec les moyens HF de Radio France en dehors des studios pour pouvoir rendre compte d'une réalité qui n'était pas simplement celle de Paris, mais d'ailleurs. Dès lors, la question de la singularité d'une antenne culturelle et de l'antenne culturelle de culture se repose. À votre avis, aujourd'hui, c'est la place des intellectuels dans le traitement de l'actualité qui fait la patte France Culture? Sûrement, effectivement, ça a toujours été une des grandes particularités de France Culture, parce que elle se voulait, comme elle, dans un rapport d'activité de Radio France, une radio de l'immédiat et de l'intemporel à la fois, ce qui est toujours difficile à jouer d'une certaine manière. Je me souviens que lorsque je suis arrivé à France Culture en 86, on accusait les émissions comme celle de Jean Lebrun et du matin de journaliciser la chaîne. Donc il y a eu toujours cette tension qui était cette tension entre trop d'actualité, pas assez d'actualité, plus de place à la création, plus de place au documentaire. Il y avait même une méfiance vis-à-vis de l'actualité. Absolument, ça on peut le dire, il y avait une grande méfiance. Mais en même temps, voilà, elle a été vaincue au fur et à mesure des générations de ceux qui sont arrivés après nous, d'une certaine manière. Et effectivement, la grande marque aujourd'hui, c'est d'être à la fois une radio de l'immédiat et de l'intemporel, et c'est cela qui est important. Et d'ailleurs, il y a une belle citation dans un rapport d'activité, je crois, de 1996. France Culture tente de réduire l'écart qui se creuse entre l'actualité, le savoir et la mémoire. Merci beaucoup, Emmanuel Laurentin. Les auditeurs vous retrouveront bien évidemment à 18h20 pour un temps du débat du vendredi. C'est donc un terme du débat ce soir. Diplomatie aujourd'hui. Nous parlerons de Henry Kissinger et des évolutions de la diplomatie depuis qu'il était aux affaires dans les années 70. Et puis évidemment, les auditeurs peuvent aussi vous lire pour se rajeunir de 10 ans. Le très beau livre que vous aviez écrit à l'occasion des Avec 50 ans de Anne-Marie France Audissier. Culture. Voilà, la sociologue qui avait fait sa thèse sur l'histoire de France Culture. Un livre d'histoire rempli de photos d'archives. C'est aux éditions Flammarion. Merci. Merci.